Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face. Jean-François Achilly. Y a-t-il une faillite de notre système éducatif? Pour en débattre, bonjour à vous, Joachim Le Floch Imad. Bonjour et merci pour votre invitation. Directeur de la Fondation Res Publica, ça c'est celle qu'avait fondée Jean-Pierre Chevènement. Enseignant, auteur de Main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté aux éditions du Cerf que j'ai lu et qui est un ouvrage très documenté où vous proposez quand même quelques pistes de sortie. Avec nous également, soyez le bienvenu, François Piquemal. Bonjour. Député La France Insoumise de Haute-Garonne, candidat aux élections municipales de Toulouse. Vous avez été professeur alors d'histoire pendant 10 ans. Histoire géo. Enseignant en histoire-géographie, en lettres, en lycée professionnel. Au Mirail. Au Mirail, hein. Et notamment au lycée polyvalent du Mirail. J'en ai fait d'autres, des établissements, oui. Puisque vous savez qu'en tant que jeune professeur, vous tournez beaucoup au début. Oui, absolument. Et vous, je précise que vous avez été également porte-parole pendant une décennie de l'association le DAL, le droit au logement. Tout à fait. À Toulouse, voilà, le portrait est complet. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous témoignez, vous réagissez dans la vérité en face. Et j'ai envie d'ouvrir cet ouvrage avec vous, cet essai, Joachim Le Floch Imad. J'ai presque envie de vous dire, c'est un livre assez vitriol. Hein. Le titre est fort d'ailleurs. Qui fait main basse sur l'éducation nationale ? Qui fait main basse sur l'éducation nationale? Déjà, je pense qu'on ne dira jamais assez que la noirceur dans laquelle l'école française s'enfonce aujourd'hui est due d'abord et avant tout à une démission du politique, à un mélange d'inadvertance, d'idéologie, d'inconséquence, d'amateurisme que l'on voit depuis des décennies dans ce ministère avec des ministres qui défilent à un rythme toujours plus rapide que les autres. En moins de 2 ans récemment. 6 ministres sur des lignes en tout point antagonistes et c'est un vrai défi car l'école est par excellence le ministère de la raison et du temps long. Vous ne pouvez pas avoir des ministres qui défilent sur des lignes que tout oppose. Par exemple, j'aimerais bien savoir quelle est la cohérence entre un Jean-Michel Blanquer et un Pape Ndiaye. Il n'y en a absolument aucune. Et sur fond d'amateurisme, sur fond d'inconséquence du politique, vous avez en effet une sorte d'État dans l'État qui fait main basse sur l'éducation nationale. C'est en effet l'expression que j'ai employée dans ce livre, qui corsette le ministre, qui défie son autorité, voire qui édulcore les réformes. Même Anne Genetel a reconnu, elle a dit s'être heurtée à une administration qui tendait à avancer seule et qui prenait des décisions de nature politique à sa place. Anne Genetel qui a été une ministre éphémère de l'éducation nationale. Exactement, oui. Qui n'a peut-être pas été une grande ministre. Je suis assez dur avec elle dans cet ouvrage. C'est vrai. Mais sur ce point, elle a raison. Et je pense que cette prise de pouvoir de l'État dans l'État par rapport aux politiques est un vrai problème. C'est un problème de nature démocratique, c'est un problème éducatif et c'est aussi un problème pour la France puisque je ne pense pas que la vision de l'école que défend l'État dans l'État soit très saine et très en phase avec les besoins réels de la nation. Je vais donner la parole à François Piquemal, ça m'intéresse. Vous êtes à la fois un élu de la France Insoumise mais aussi un enseignant. Juste quelques mots quand même pour qu'on comprenne bien, Joachim Le Floch Imad. Qu'est-ce qui a changé dans l'école aujourd'hui? Je sais bien qu'on ne peut pas résumer tout l'ouvrage en quelques mots, mais quand même planter le décor avec nous. Beaucoup de choses ont changé et je crois qu'on ne dira jamais assez que l'école de la République a subi non pas un déclin, mais un effondrement. J'en veux pour preuve la chute absolument drastique et documentée tant par les évaluations nationales que par les évaluations internationales, les enquêtes du niveau scolaire, c'est ça. Alors en maths, chez les écoliers en CM1, on est à peu près entre le Kazakhstan et le Monténégro. En lecture, on est 16e sur 19 dans l'Union européenne aujourd'hui. On a 50% des élèves en 6e qui sont incapables de dire combien de quarts d'heure il y a dans 3 quarts d'heure. Je pense pas qu'on en était à ce stade il y a une vingtaine d'années, même s'il y avait déjà des livres assez sombres qui paraissaient sur l'école. Dans votre intro spectaculaire. Oui. Exactement. Oui. Mais par ailleurs, les problèmes auxquels l'école est confrontée aujourd'hui ne sont pas réductibles à cette question de l'effondrement du niveau. C'est aussi la crise de dignité qui frappe nos professeurs, le mal-être de nos personnels éducatifs, plus 567% de démissions en 10 ans. Et c'est enfin le délitement de l'autorité, la montée des violences. On a le 3e climat scolaire le plus dégradé de l'OCDE. Alors on pourra peut-être débattre des causes. Devrait être un sanctuaire. Il ne peut pas y avoir de transmission des connaissances dans un climat disciplinaire qui est toujours plus dégradé. Je pense qu'il faut rétablir l'autorité de la parole professorale et la verticalité qui est quand même la base de tout, selon moi, dans l'école. C'est ce que vous dites, Loïc. Donc, Joachim Le Floch, pardonnez-moi, Imad, remettre le professeur au centre du jeu. François Piquemal, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qui est fait à l'instant? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui ont été dits. Moi, je peux être d'accord avec certains constats et puis on va avoir des divergences de vues, notamment sur les solutions. C'est normal, proposées. vous êtes là pour débattre. Et c'est normal. Et en tout cas, ça a le mérite de poser un débat intellectuel de fond parce qu'aujourd'hui,
Moi, en tant qu'élu, vous l'avez dit, et j'étais enseignant, je suis atterré de voir la dégradation dont a fait l'objet l'éducation nationale depuis plusieurs années. Et il n'y a pas une semaine dans ma circonscription à Toulouse où je n'ai pas eu une mobilisation dans une école, un collège, un lycée, parce qu'il manquait de personnel, parce qu'il y avait un incident, parce qu'il y avait des élèves qui n'avaient pas de remplaçants, etc. Vous savez, à Toulouse, par exemple, on compte que chaque jour, c'est 300 postes non remplacés. Donc des élèves qui n'ont pas du contenu pédagogique qui leur est essentiel pour progresser tout simplement. On a un bilan politique. Et je pense qu'il faut venir dessus, c'est-à-dire que M. Macron a un projet idéologique pour l'école, c'est celui de favoriser, on n'en a pas parlé, c'est un petit peu l'éléphant dans la pièce, l'enseignement privé. Et pour ça, il a procédé et il a été en cela devancé par d'autres. Vous êtes sûr que le président veut favoriser le privé? Oui, je vais vous dire pourquoi, parce que ça se voit concrètement. Pas, enfin, oui. Quand vous êtes parent d'élève, vous souhaitez, c'est bien normal, le meilleur pour votre enfant. Vous êtes d'accord avec ça, je pense. Quand dans certaines écoles ou collèges, vous pouvez avoir par exemple des élèves qui ne vont pas avoir de cours de maths pendant 2 semaines, eh bien forcément vous allez commencer à réfléchir, à vous dire mais est-ce que si je souhaite que mon enfant ait un niveau de maths acceptable, il va pas falloir que je fasse le sacrifice économique de l'envoyer ailleurs. François Piquemal, ce sont les failles du public qui font que le privé se développe peut-être dans ce sens-là. Mais je pense que les failles du public sont organisées. Quand vous avez la suppression de 9000 postes sous la Macronie, c'est une organisation des failles du public. Quand vous avez un métier, et vous l'avez dit, qui est totalement dévalorisé en termes de salaire, de reconnaissance sociale. Nous avons aujourd'hui une crise de recrutement. C'est une organisation politique. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Donc il y a un choix délibéré. Et je pense que celui qui l'incarnait le plus, c'était M. Blanquer. Depuis, on a eu le droit à des passages de moulin à vent. Mais M. Blanquer incarnait ça, c'est-à-dire une déconstruction de l'école publique, une destruction de ses moyens matériels et humains. François Piquemal. Oui, je vais fort, mais parce que c'est une réalité qu'on retrouve sur le terrain, M. Hakim. 0826 300 300, vous nous donnez votre avis sur ce que dit à l'instant, qui est intéressant, François Piquemal. Joachim Le Floch-Kimat, je vous ai vu hocher de la tête. Est-ce que vous avez cette lecture-là, vous aussi? On ne sera pas exactement d'accord sur ce point, mais ce ne sera pas surprenant, je crois. Déjà, j'aimerais dire qu'il y a un effondrement, il y a une crise qui concerne également l'enseignement privé. Tous les problèmes que j'ai décrits dans mon exposé liminaire, ils frappent également l'enseignement privé. Par ailleurs, moi, je n'irai pas sur votre terrain qui consiste à opposer les écoles entre elles. Les guerres scolaires ont déjà fait énormément de mal dans ce pays au fil des décennies. Ça a mis des centaines de milliers de personnes dans la rue. Moi, je ne veux pas abattre le peu dans le système éducatif qui tient encore debout. Je veux reconstruire une école de l'excellence au service de tous les jeunes Français. Moi, je suis pas du tout de cette droite qui défend le libéralisme scolaire. Vous le verrez dans mon ouvrage. Mais je pense qu'on n'aidera pas le public en détricotant ce qui marche dans le privé, mais en remettant de l'exigence intellectuelle au centre du système éducatif. Le discours sur la mixité sociale, il n'a selon moi de sens que s'il va de pair avec un discours sur l'ambition intellectuelle. Et c'est de cette absence d'ambition intellectuelle, c'est de cette absence d'accent mis sur le savoir que l'école publique crève aujourd'hui, selon moi. Ne bougez pas, messieurs, vous allez pouvoir reprendre la main juste après. Nous allons joindre dans un instant Hervé qui nous appelle d'Antony pour témoigner. Et messieurs, Joachim Le Floch-Kimat et François Piquemal, je voudrais qu'on soulève le capot un petit peu de la machine, voir qu'est-ce qui aura dysfonctionné au fil des années, des décennies, qu'est-ce qui se sera dégradé réellement dans notre système scolaire. 0826 300 300. Vous nous appelez à tout de suite pour la suite de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Y a-t-il une faillite de notre système éducatif en ce jour de rentrée? La question est posée avec nos 2 invités. La Vérité en face, 0826 300 300. Et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Hervé. Oui, bonjour. Et vous nous appelez d'Antony. Hervé, soyez le bienvenu ce matin sur Sud Radio. Oui. Hervé, vous êtes prof d'histoire à la retraite. C'est bien ça? À la retraite, exactement. Je suis professeur d'histoire. Je suis même historien. Donc, historien. Quel est votre regard sur ce que devient le système éducatif? Ce que devient le système éducatif. Écoutez, alors je dis, vous parlez quand même dans le domaine de l'histoire, même dans le domaine du français, il faut recentrer sur ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire les sujets fondamentaux pour construire une nation française. Donc il faut refaire de la chronologie, il faut réapprendre les grands auteurs français. Bon, c'est en partie fait. Il y en a qui le font bien évidemment. C'est vrai qu'en 6e on fait la mythologie
Je dirais que tout ça c'est important parce que c'est partie de notre bagage culturel et donc il faut refaire de l'histoire de France. Franchement, là, c'est urgent quand vous pensez qu'il y a beaucoup de drapeaux dits palestiniens dans les rues de Paris plutôt que le drapeau français. Donc c'est quand même une catastrophe culturelle. Donc nous on est confrontés, si vous voulez, à une dépossession culturelle et d'autres civilisations essayent de prendre la place. Donc oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui a changé dans l'exercice de votre profession d'enseignant d'histoire? Qu'est-ce qui a changé au fil des années? J'ai presque envie de dire des décennies sans être désobligeant. Hein. Non, mais ce qui a changé, ce qui a changé, notamment, si vous voulez, c'est que, par exemple, on fait plus le territoire français, on fait des flux. En géographie, dans le domaine on a considérablement réduit, si vous voulez, que ce soit pour le collège ou le lycée, on a considérablement réduit les sujets abordés et donc on les simplifie à l'extrême. Ça en devient des caricatures. Donc il faut refaire de l'histoire et de l'histoire comme on en faisait autrefois sous la Troisième République. Donc je ne crois pas que la Troisième République était un régime fasciste. Donc si vous voulez, non, mais il faut remettre les points sur les i, et puis d'autre part, il faut rétablir, alors on le dit, mais c'est vraiment un serpent de mer, rétablir l'autorité, c'est-à-dire que par exemple, j'ai entendu Elisabeth Borne, le ministre de l'Éducation nationale, nous parler de contrôler, de dire il y aura un conseil de discipline pour ceux qui... Bon, je veux dire, c'est tellement évident que c'est même pas la peine d'en parler. En revanche, moi, ce que j'aimerais, c'est que ceux qui sont pris, par exemple, avec des couteaux, ils soient définitivement exclus de l'éducation nationale. Allez, en tous les cas, merci Hervé pour ce regard que vous portez, un homme d'expérience. Vous dites quoi? Revenir à des fondamentaux. Merci Hervé, vous nous appeliez d'Antony. Messieurs, je me tourne vers vous. Joachim Le Floch-Imad d'abord, puis François Piquemal. Vous en avez entendu, hein, Hervé, à l'instant. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses dites. Quel est au fond, qu'est-ce qui aura dysfonctionné? C'est important d'en finir avec ce constat, cet état des lieux avant de parler des solutions éventuelles. Je pense que ce professeur, cet historien a dit des choses importantes sur le déclin de l'autorité de la parole professorale. Et j'ajouterais une chose, c'est que l'autorité professorale, elle est indissociable d'une capacité à l'admiration, à susciter l'admiration. Et aujourd'hui, le problème est que vous avez de plus en plus de professeurs, notamment des plus jeunes, qui ont le sentiment d'être livrés face à des classes qui sont les plus chargées de l'OCDE, qui ont le sentiment d'avoir été mal formés, de ne pas être au niveau, de ne pas comprendre le sens de leur métier. Et tant que le politique sera incapable de répondre à ça, on aura toujours plus de délitement de l'autorité au prix d'une explosion des violences. Parce que je rappelle des chiffres dans mon ouvrage qui sont juste édifiants. Oui. Plus 114% d'incidents graves signalés à l'école publique en 3 ans. C'est un vrai problème. Donc ça implique une reprise en main en matière pénale, en matière sécuritaire en amont, mais ça implique surtout une réponse éducative cohérente, puisque c'est vraiment ça le message que j'ai voulu faire passer dans cet ouvrage, conformément à la pensée d'Hannah Arendt, c'est de dire que la barbarie des actes s'inscrit d'abord et avant tout dans un vide de la pensée. Et si vous avez une école qui dysfonctionne toujours plus, qui produit toujours plus de l'ignorance en masse, vous aurez demain toujours plus de décivilisation dans la société française. François Piquemal, là-dessus, ce regard qui est assez réaliste de la part de Joachim Le Floch-Imad, vous l'avez vécu, vous, en tant qu'enseignant? Ce changement de climat, en fait. En fait, oui. Je pense que le débat, il est intéressant parce que ce qu'a dit Hervé, ce que vous venez de dire, c'est une vision politique de l'éducation. Et l'éducation, il ne faut pas se mentir, c'est une vision politique. Elle est très politisée, l'éducation nationale. C'est des choix qu'on fait pour qu'on enseigne telle période ou telle thématique plutôt qu'une autre. Ce sont des choix qui sont faits sur des bases pédagogiques, mais aussi sur des visions de société. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, il y a un chiffre qui me marque, c'est 2/3 des enseignants ont songé à démissionner de l'éducation nationale. Alors, il y a le manque de moyens, on en a parlé. Il y a le manque de valorisation du métier et nous sommes un des pays où les enseignants sont ceux qui ont eu le moins de progression salariale, notamment dans les pays de l'OCDE. Il y a la surcharge des classes, vous en avez parlé. Moi, en lycée, vous avez 70% des classes qui sont à plus de 30 élèves, 20% à plus de 35 élèves. Vous ne faites pas le même métier si vous avez la moitié de ce groupe-là que si vous avez des classes entières comme celle-ci. Il y a la question des rythmes scolaires, etc. Mais la question du sens est pour moi celle qui est peut-être primordiale. Et c'est là-dessus qu'on aura des différences d'opinion. Moi, je pense qu'il y a une sorte de crise sociale,
d'ailleurs la crise politique en est un symptôme, sur quelle société nous voulons construire ensemble, quel horizon nous avons. Nous avons un horizon, par exemple, c'est la planification écologique, l'émancipation individuelle et collective. Et là-dessus, ça mérite un débat politique, mais c'est ce qui a permis, j'entendais l'auditeur parler de la Troisième République, il y avait un horizon social dans lequel chacun s'inscrivait. Et à partir de cet horizon-là, eh bien, on doit choisir quels moyens matériels et humains on met en place pour servir cet horizon et cette projection de la société et l'enseignement qui est fait. Et en ce moment, je pense que c'est la déliquescence la plus totale. Et tout à l'heure, vous avez balayé un petit peu d'un revers de main la question de l'enseignement privé, en disant c'est une nouvelle guerre scolaire. C'est pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui, quand vous regardez l'enseignement privé, il est financé à 77% par des fonds publics. Il fait économiser de l'argent à l'État. Je finis. 9 milliards, je pense pas. 9 milliards d'euros par an. Sur le projet de loi Finance 2024. Mais juste, je vous donne ça. Aujourd'hui, l'éducation nationale est devenue une fabrique à inégalité scolaire. Et pourquoi je parle de l'enseignement privé? Parce que 60% des élèves qui y sont issus des classes favorisées et très favorisés. À l'inverse, dans l'éducation prioritaire, 60% des élèves qui y sont issus des classes populaires. Et donc, on a une éducation à plusieurs vitesses. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE qui le documente, qui fait qu'aujourd'hui, 6% des élèves qui viennent des classes les plus défavorisées seulement ont peut-être une chance d'être parmi les meilleurs élèves. Et donc, on a une fabrique d'inégalités qui se joue notamment sur la surcharge des classes, sur la carte scolaire. Et tout ça doit être remis à plat et on doit faire en sorte d'apporter l'éducation accessible, gratuite et de qualité à tout le monde dans ce pays. Alors vous êtes en désaccord sur public-privé, mais je voudrais aller plus loin avec vous, Joachim Le Floch-Kimad, sur le fait que... Comment est-ce qu'on est arrivé là en réalité? Parce que ce constat, il est relativement partagé sur la déliquescence, l'affaiblissement du système et ce côté, l'école réceptacle de tous les problèmes sociaux. Oui, répondez à François Juste une statistique pour répondre sur l'enseignement privé. Un élève dans le privé en primaire aujourd'hui coûte à l'État 55% du coût d'un élève dans le public. Donc le privé fait économiser de l'argent. Maintenant, ça n'enlève rien en fait qu'il y a évidemment des inégalités extrêmement injustes dans la société. On pourrait citer d'autres chiffres. Le fait qu'un enfant pauvre aujourd'hui a 10 fois moins de chances de s'en sortir qu'un enfant riche. Mais ça ne tient pas à un projet inégalitaire au sommet de l'État. Ça tient au fait que l'école est malade. Et parce que l'école est malade, parce qu'elle a renoncé à transmettre les savoirs, vous avez toujours plus d'inégalités dans la société. Parce que qui a besoin de l'école? Et je pense qu'on sera d'accord là-dessus. C'est d'abord et avant tout les gens d'un milieu populaire, ceux qui n'ont que l'école pour s'en sortir, pour s'élever, pour accéder à des mondes nouveaux, pour, selon le mot de Camus, être jugé digne de découvrir, de recevoir le monde. Moi, je viens d'un milieu modeste et j'ai bénéficié d'une école qui était fidèle à sa vocation. Et demain, j'ai pas envie qu'on s'attaque à l'école privée sous prétexte de réduire les inégalités. J'ai plutôt envie qu'on reconstruise une école de l'excellence au service de tous. Pas qu'on oppose toujours plus les écoles entre elles. C'est jouable. Alors, 0826 300 300, vous nous appelez toujours. Hein. C'est jouable, ça. Je reste avec vous. C'est Hervé qui a évoqué Elisabeth Borne, la rentrée de l'actuelle ministre en poste. Le sera-t-elle après le 8 de l'éducation du 8 septembre national? Cette ministre, Joachim Le Floch-Kimad, qui a insisté notamment sur l'IA, sur l'intelligence artificielle. Ça vous fait réagir, ça, hein? Elisabeth Borne n'est pas une ministre de l'éducation, c'est une ministre de la communication. Elle ne définit pas une politique éducative, elle définit un cahier des charges sectoriel. Elle colmate les brèches, elle fait semblant de s'attaquer aux conséquences pour ne pas agir sur les causes de fond. Mais ce qui m'intéresse, si vous voulez, ce n'est pas Elisabeth Borne, elle n'est qu'un énième avatar d'une ministre sans vision, sans courage, sans volonté réelle pour l'école. Une ministre qui laisse l'école toujours plus naviguer à vue au gré des faits d'annonces de façade, de débats périphériques qui sont pas inintéressants. On peut parler de l'intelligence artificielle à l'école si vous voulez, mais je pense pas que ce soit le sujet central pour les professeurs aujourd'hui. Vous posiez la question centrale tout à l'heure. Vous demandiez est-ce qu'on peut encore redresser l'école? Et c'est fondamentalement le message que j'ai envie de faire passer en cette rentrée scolaire. La partie qui arrive. Je profite de l'antenne que vous me ouvrez ce matin pour dire aux professeurs en première ligne, ne vous résignez pas, l'école n'est pas foutue. Les mauvais choix d'hier peuvent être défaits demain pour autant qu'il y ait une volonté politique pour l'école. Quand je regarde un peu autour de moi en Europe, je vois des pays dont les systèmes éducatifs étaient en déliquescence totale. Je pense à l'Estonie, je pense à la Pologne, je pense au Royaume-Uni, je pense au Portugal dans les années 2010. Qu'est-ce qu'on a observé dans ces pays-là? On a vu qu'avec des politiques de bon sens, avec du courage, on pouvait redresser une école qui allait très mal en quelques années seulement. Et ça, c'est une vieille leçon de l'histoire de France. On a toujours su rebâtir sur les ruines et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire de même demain. François Piquemal, sur cette rentrée de la ministre Elisabeth Borne, et
ces mots, ces messages sur l'IA et autres. Vous dites que le diagnostic n'est pas le bon? Alors, si vous voulez, là-dessus, qu'on parle de l'intelligence artificielle, que ça devienne un sujet, y compris dans l'éducation nationale, il n'y a pas de souci pour l'aborder, mais je pense qu'on est dans une perte de sens, et là-dessus on est d'accord. Après, on a des désaccords, notamment. Moi, il ne s'agit pas, pour reprendre vos propos, de dire que l'enseignement privé c'est mal. C'est pas mon sujet. C'est qu'aujourd'hui, et c'est là où vous avez une petite contradiction, c'est-à-dire vous faites des constats que je peux partager en partie, mais par exemple, vous refusez de parler du fait qu'il y a une politique volontaire d'inégalité scolaire. Qu'est-ce que c'était d'autre? Qu'est-ce que c'était d'autre que les groupes de niveau de Gabriel Attal, si c'était faire une école à 2 vitesses? Et d'ailleurs, et pour prendre cet exemple, vous imaginez, attendez, François Piquemal, vous imaginez des politiques essayant de détruire l'école publique pour favoriser le privé? Ça paraît. Oui, moi je pense que c'est la volonté. C'est complotiste comme vision, non? C'est pas complotiste. C'est l'inverse en plus. C'est un projet politique de Monsieur Blanquer qui a été avancé. Une réforme depuis 40 ans qui a pas été défendue. Admettons que ce ne soit pas leur projet politique. Avouez quand même que le résultat, c'est celui-là aujourd'hui. Donc, oui, mais pas pour la raison que vous invoquez. Je vais vous donner un exemple. Attendez, je vais vous donner un exemple juste pour les groupes de niveau. Monsieur Attal a lancé les groupes de niveau. Il aurait fallu, pour les assurer, 19 000 postes comptabilisés par les syndicats. Il y en a eu seulement 800. Donc on voit qu'on est dans des injonctions totalement contradictoires, sans moyens pour les enseignants de les appliquer. Messieurs, ce que je vous propose, c'est que nous allons marquer une pause. Vous nous appelez toujours au même numéro, 0826 300 300. Dans un instant, nous serons avec Nathalie, qui témoignera, qui est professeure d'anglais au lycée à Juvisy-sur-Orge. Et puis, si vous en êtes d'accord, messieurs, dans la dernière partie, nous essaierons de voir quelles sont les pistes de possibles résolutions de ce problème, parce que c'est bien de faire un constat. Encore faut-il pouvoir essayer d'en sortir. 9h46, la suite de La Vérité en face sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. 9h49, La Vérité en face, et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes à Juvisy-sur-Orge, Nathalie, et vous enseignez l'anglais au lycée. C'est ça. J'aurais besoin de quelques cours avec vous, d'ailleurs, au passage. Le système éducatif, quel regard avez-vous sur lui aujourd'hui? Je crois qu'on peut affirmer, il n'y a plus débat. Je pense que le système éducatif est en train de s'effondrer. S'il n'est pas déjà effondré. Par plusieurs causes, la perte d'autorité des professeurs, les chefs d'établissement qui sortent les parapluies au lieu d'affronter les difficultés, pas soutenus par une hiérarchie non plus. Le rectorat maintenant va même à l'encontre des enseignants, notamment avec l'arrivée, elle est repartie d'ailleurs, elle a trouvé un bon job de Charline Avenel, qui était la camarade de M. Macron. Donc tout ça est un cocktail explosif. Qu'est-ce que vous vivez au quotidien, Nathalie ? Au quotidien, je vis des bras de fer continus avec des enfants, des élèves, des bras de fer continus avec des parents d'élèves qui ont toujours dans la négociation. On a toujours tort, on ne fait pas assez bien, on n'est pas assez bienveillant. Donc on est en train de, en fait, on est à la fois dans un supermarché, dans une garderie. Oui, et vous diriez, je fais un pas de côté, Nathalie, que l'avènement des écrans dans nos vies quotidiennes, il y a aussi peut-être pour quelque chose, il y a quelque chose qui a changé aussi dans l'éducation de nos enfants. Oui, c'est rajouté. Bon, on va dire, oui, les réseaux sociaux se sont rajoutés à la panade, mais on ne peut pas lier tout à cela. Ça a commencé il y a bien longtemps. On a aussi une éducation parentale à la dérive totale. Dans la bienveillance, trop de bienveillance tue la bienveillance. Donc en fin de compte, on a des enfants qui n'acceptent plus la frustration du non, de la mauvaise note, de l'effort. Donc ça ne marche pas. Vous voulez dire que la démission parentale se traduit désormais en salle de cours ? Alors, c'est pas forcément la démission. Alors, la démission, c'est vraiment l'extrême. Il y a une forme de « c'est plus facile si je dis oui ». De laisser aller. De laisser aller, de laxisme. Effectivement que c'est plus facile de dire oui. Le non est plus difficile. Seulement, le non est formateur. Ultime question avec vous, Nathalie. Vous aimez toujours votre métier ? Je l'aime toujours. Je n'aime pas mes conditions de travail. Voilà, c'est dit, c'est clair. Et je pense qu'il y a... Oui, et je pense qu'il y a fondamentalement un projet qui consiste à démolir le public, bon, ça se voit bien,
pour, à la limite, comment dirais-je, soutenir les privés, mais j'en suis pas si sûre, puisque eux s'affrontent à un clientélisme terrible, donc ça ne donne pas grand-chose non plus. Je pense qu'il y a même le projet de tout privatiser, que ça coûte moins cher, point final. Merci pour ce témoignage, Nathalie. Bon courage. Dans votre lycée, vous enseignez l'anglais à Juvisy-sur-Orge. Merci pour ce témoignage. François Piquemal, ça vous va, ce qui vient d'être dit? C'est ce que je vous disais avant qu'on écoute Nathalie. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a tous ce sentiment-là. Enfin, beaucoup. Sentiment, quand même. Oui, mais sentiment, mais même, si vous voulez, moi, je veux bien que vous me disiez que c'est pas un projet politique, mais regardez aujourd'hui le paysage. Enfin, on a des enseignants qui enseignent dans des conditions délétères, qui ne sont pas valorisés du point de vue salarial, du point de vue de la reconnaissance symbolique qu'ils devraient avoir. Et on a une crise de sens dans l'éducation nationale. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez raison. Il faut faire des propositions. Alors voilà, j'allais venir. Voilà. Je vous en donne quelques-unes. Merci de faire la transition, parce que l'heure tourne et vous avez raison. Voilà. Allez-y. La première, c'est qu'il faut, étant donné le manque d'enseignants formés et qui vont être stables dans les établissements, recruter, former massivement 160 000 enseignants. Il faut aussi des personnels éducatifs. C'est pour ça qu'on veut recruter 8 000 CPE et assistants d'éducation et 6 000 personnels médico-sociaux, parce que combien de fois j'ai fait des établissements où il n'y avait pas d'infirmiers ou d'infirmières disponibles pour les élèves et les enseignants et les personnels, d'ailleurs, pendant des mois. Ensuite, au niveau, j'aimerais dire sur quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui est important. L'école doit être gratuite. Or, aujourd'hui, payer les fournitures scolaires pour beaucoup de parents d'élèves, c'est une difficulté financière. Eh bien, je pense que nous devons, à l'échelle nationale comme locale, assurer le fait qu'il y ait des kits de fournitures scolaires, qu'il y ait la cantine gratuite. Et il y a un chiffre sur lequel j'aimerais venir parce qu'il est assez symptomatique du traitement de l'éducation et de l'enfance. 2159 enfants ont dormi à la rue cet été. Comment peut-on apprendre correctement quand on vit à la rue avec ses parents? Et il y a une dernière chose sur laquelle j'aimerais venir, c'est qu'il faut faire des groupes scolaires de petite taille. Moi, je vois à Toulouse, la municipalité engage des groupes scolaires où il y a 15, 20, 25 classes. C'est pas possible. Si on veut faire de l'enseignement dans la dentelle pour être au plus proche des élèves, il faut moins de 12 classes par groupe scolaire. Joachim Le Floch Imad, un certain nombre de propositions dans votre essai, allez-y. Oui, je vais juste répondre sur ces questions de la gratuité intégrale, puisqu'elle est en effet au cœur du programme éducatif que j'ai lu avant de venir, du nouveau Front populaire pour l'école. Vous proposez la gratuité intégrale de la cantine scolaire, des fournitures, des transports et des activités périscolaires. Dans un monde idéal, j'aimerais vous répondre que c'est possible, mais je suis malheureusement contraint de vous dire que la gratuité, ça n'existe pas, qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Et d'ailleurs, l'Institut Montaigne estime le coût de votre proposition à 13 milliards de dépenses par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en termes d'ordre de grandeur, c'est 20% du budget de l'éducation nationale aujourd'hui. Bon, je sais que vous n'êtes pas à ça près au nouveau Front populaire, puisque votre programme... Je pourrais finir par une citation qui vous mettra d'accord. Votre programme, c'est 233 milliards de dépenses en plus, mais les Français, ils ont déjà le sentiment d'être asphyxiés fiscalement. Il faut laisser leur portefeuille tranquille, monsieur. Notre programme est chiffré. C'est l'Institut Montaigne. Il suffit tout simplement que les ultra-riches partagent les richesses. Joachim Le Floch Imad, la parole est à vous, leur tourne. Maintenant, oui. J'ai écrit ce livre, non pour en rester au stade du constat, mais pour faire des propositions. Il y a 60 pages de propositions de politique publique très précises à la fin, tant sur le retour des fondamentaux, le détricotage de la vision par compétences, très néolibérale d'ailleurs, le détricotage des sciences de l'éducation, réécrire les programmes, reconstruire la valeur certificative des examens, remettre de la sélection, du redoublement, des notes à tout niveau, parce que je pense que notre école crève aussi d'un manque de sélection, et je pense que contrairement à vous, que la non-sélection à l'université, c'est un drame absolu, au prix d'un coût pour la nation de 532 millions par an, ce qui est juste abyssal. Mais tous ces changements de politique publique que j'appelle de mes voeux, ils ne seront possibles que si le politique reprend le pouvoir, s'il cesse d'être un contre-pouvoir, et s'il se libère de l'emprise de la technostructure. C'est pour ça que j'ai proposé des rotations stratégiques aux postes clés, c'est pour ça que j'ai proposé de démanteler une partie du millefeuille administratif, et c'est pour ça enfin que j'ai proposé de sanctionner tous les fonctionnaires, tous les syndicalistes qui violent le devoir de loyauté et le devoir de neutralité qui est reconnu dans les textes officiels. Voilà qui est dit. Merci à vous, Joachim Le Floch Imad, directeur de la Fondation Respublica. On rappelle le titre de votre essai, qui est assez musclé, main basse sur l'éducation nationale, enquête sur un suicide assisté, je vous cite le titre, aux éditions du Cerf.
Merci à vous, François Pickman. Oui, juste vous remercier de ce débat et inviter nos auditeurs à aller consulter le rapport de Paul Vanier et de M. Weisberg, qui est un député macroniste, en ligne, sur l'enseignement privé. C'est en ligne, c'est un rapport parlementaire. Il est très éclairant de ce point de vue-là. Et je rappelle François Pickman, député La France Insoumise de Haute-Garonne et candidat aux élections municipales à Toulouse. Merci à tous les deux. Exactement, bonjour à Toulouse. Allez, c'est la fin de La Vérité en face. Il est 9h57 et j'ai le plaisir d'accueillir en studio, ça y est, c'est la rentrée. Je suis cerné, là, ils sont de part et d'autre. Valérie Expert et Gilles Gansman. Bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est reparti pour une saison. C'est reparti pour une saison avec très très heureuse de retrouver les auditeurs de Sud Radio. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Alors petit changement, petite nouveauté cette année, les médias vont passer à 11h30 et nous allons continuer dans la longue lancée de Nous inversons. Voilà, nous inversons les médias avec les débats. Nous commençons à 10h avec les débatteurs et suivront ensuite les médias à 11h30. Donc les sujets d'actualité et puis aussi les points de vue de tous les débatteurs qui seront là aujourd'hui. On va revenir sur les arrêts maladie avec Sophie de Menton en particulier. On va parler évidemment de François Bayrou, de la déconnexion des politiques et puis de notre sondage IFOP fiducial Sud Radio avec Frédéric Dabi, avec les Français qui sont très pessimistes. Pour ne pas dire déprimé. Gilles Gansman, ça vous va d'être à la fin? Oui, petite mot du monde, je suis avec Valérie. Petite respiration à 11h30. Comme ça, l'info continue. Puis on respire à 11h30. On aura comme invité Lionel Stan, qui est le patron d'H2O pour l'arrivée de Cyril Hanouna, qui arrive à 18h30 sur W9. C'est vraiment la grosse actualité média de ce jour. Et puis on aura Christine Bravo, qui demain soir sera sur M6 dans Les Traîtres. Vous savez, ce format des loups-garous sur M6. Merci à tous les deux. À tout de suite pour Mettez-vous d'accord sur Sud Radio.